Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette question. Manifester sert-il encore à quelque chose en France aujourd'hui? Le mariage pour tous, la loi El Khomri, la loi travail, les Français descendent dans la rue mais les textes passent, parfois à coup de 49.3 ou à coup d'ordonnance. Quel est le véritable pouvoir du peuple aujourd'hui? Quelles autres formes de contestation a-t-il à sa disposition pour faire entendre sa voix? Nous poserons la question à nos invités dans un instant. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Le match des idées, il opposera ce soir Benjamin Coria, professeur d'économie et membre du collectif des économistes atterrés, à Alexandre Malafaye, président fondateur du think tank Sinopia. Nous reviendrons sur la politique industrielle d'Emmanuel Macron qui surprend, qui interroge. L'officialisation de la fusion entre Alstom et Siemens fait hurler à gauche comme à droite. Ce type d'accord entre pays européens se fait-il au détriment de la France et de ses emplois? Nous en débattrons sur ce plateau. Mais d'abord cette question, est-ce encore utile de manifester aujourd'hui en France? Le pays de la Révolution française continue d'utiliser les défilés pour porter les contestations. 13 journées de mobilisation en 2016 pour protester contre la loi travail. Plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues. Mais pour quel résultat? On posera la question à nos invités dans un instant. Mais d'abord ce point complet avec Héloïse Grégoire. S'attaquer à la rue, un classique mais sans garantie. Les dernières manifestations l'ont prouvé et n'ont pas eu le succès tant attendu. Le 21 septembre dernier, entre 16 000 et 55 000 personnes défilaient à Paris. Des grévistes de moins en moins nombreux, le symbole de la manifestation s'essouffle. Depuis le début des mobilisations contre la loi travail, les syndicats partent en ordre dispersé, ce qui freine la mobilisation. Quand vous avez des mobilisations qui sont importantes, c'est parce que aussi il y a une unité syndicale, ce qui souvent a été quand même le cas, au moins sur de grands mouvements. Il se trouve qu'à partir du moment où le front syndical est désuni, est très désuni, ce qui est le cas actuellement, on le voit bien, évidemment ça affaiblit considérablement la capacité à rassembler. Le président de la République reste intransigeant et ne compte pas reculer face aux différentes revendications. En 2006, plus de 3 millions de manifestants battaient le pavé contre le CPE. Depuis, aucune manifestation de cette ampleur n'a fait plier les différents gouvernements. Et on va en parler avec nos invités sur ce plateau. Caroline Blanchot, bonsoir. Vous êtes membre de la direction CGT Cadre. Olivier Babot, professeur à l'Université de Bordeaux, représentant de la Fondation Concorde, auteur de L'horreur politique, l'État contre la société. Elliot Lepers, bonsoir à vous également. Vous êtes entrepreneur, initiateur de la pétition contre la loi El Khomri, expert en mobilisation citoyenne. Enfin, Dominique Gillier, bonsoir. Vous êtes vice-président du Conseil économique, social et environnemental, membre de la section Travail et Emploi du groupe CFDT. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. D'abord, cette question simple et volontairement directe, effectivement, est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui de manifester, Olivier Babot? Moi, j'ai tendance à penser que c'est une technique un peu obsolète. Alors, la démocratie, c'est ce régime impossible auquel on est quand même obligé de croire, auquel il faut croire. Un régime où, en réalité, c'est vrai, le président qui finit par être élu, théoriquement par une majorité, en fait, n'est le premier choix que souvent 20% en réalité des Français. C'est le cas, ça a toujours été le cas, et ça sera probablement toujours le cas, car on ne peut pas arriver à avoir toujours une majorité des gens pour une décision, et pourtant, il faut répondre au problème de l'action collective, des décisions collectives. C'est à ça que sert une démocratie. Les manifestations, la plupart du temps, sont en fait le reflet d'une aspiration d'une minorité qui, parce qu'elle descend dans la rue et veut donner l'impression de puissance, voudrait imposer, on pourrait dire, son agenda politique. Aujourd'hui, on pourrait dire il y a des technologies démocratiques beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes, et qui justement n'utilisent pas, on pourrait dire, cet aspect un peu vibrillonnant, parfois un peu d'ailleurs violent, et qui vont dire facilitent d'abord les corporations qui sont capables, on le sait, de bloquer concrètement l'économie pour avoir un effet. On y viendra aux autres techniques tout à l'heure. D'abord, toujours cette question, Caroline Blanchot. Ça sert encore à quelque chose pour vous de manifester en France aujourd'hui? À la lueur de ce qui s'est passé ces dernières années, à la lueur des manifestations qui ont raté, qui n'ont pas abouti à quelque chose de concret pour faire changer les choses? Alors, on ne peut pas dire que les mobilisations ne servent à rien. Je prendrai un seul exemple. En 2016, contre la loi travail dite El Khomri, on a réussi à faire reculer le gouvernement sur plusieurs points, dont notamment le plafonnement des indemnités prud'homales. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils nous le resservent dans les ordonnances. Donc pour vous, la manifestation, c'est un moyen de pression pour faire bouger un peu les lignes, non pas pour faire forcément complètement reculer un gouvernement?
on ne peut pas dire qu'effectivement, on ait réussi à obtenir toutes nos revendications et toutes nos attentes. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de renforcer la mobilisation. C'est pour ça que nous, la CGT Cadre, on fait le choix d'une transparence au niveau de notre site internet, ugict.cgt.fr. Vous pouvez aller voir clairement, là, en l'occurrence, sur le projet des ordonnances loi travail, le avant-après très concret pour les salariés. Qu'est-ce qui va changer pour vous ? On l'a vu dans Cache Investigation il y a 2 jours. On va y venir à ça, oui. Un exemple, un salarié qui se ferait licencier aurait un seul mois d'indemnisation alors qu'il aurait gagné au prud'homme. Là, vous revenez sur le texte, effectivement. Ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on se demande si manifester, contester, ça sert encore à quelque chose. On va y venir à cet exemple de Cache Investigation. Elliot Lepers, je vous ai vu faire oui de la tête. Non mais évidemment, les manifestations en 2016, elles n'ont pas été inutiles. Et je pense que c'est assez dangereux d'essayer de faire croire que manifester aujourd'hui c'est inutile parce qu'effectivement ça vise à dévaloriser la manifestation. La mobilisation citoyenne, la création de contre-pouvoirs qui s'expriment dans la rue ou qui s'expriment sur Internet, c'est indispensable. Et si on doit se résoudre à aller uniquement aux élections une fois tous les 5 ans pour avoir son mot à dire, moi je suis pas d'accord. Et c'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Sauf qu'on voit bien que les syndicats ont de plus en plus de mal à mobiliser. Dominique Gillier, votre avis sur cette question ? Oui, comme syndicaliste, je vous dirais que ça sert quand même encore à quelque chose, mais surtout au nom du Conseil économique, social et environnemental, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de moyens à disposition des citoyens pour manifester leur mécontentement, pour s'exprimer. Et notre institution, par la Constitution, elle a cette fonction de recueillir la parole citoyenne. Donc c'est un vecteur à côté de bien d'autres qu'il faut développer. Alors le CPE est quand même la dernière grande victoire des syndicats. C'était il y a 11 ans, mais la mobilisation contre la loi sur le mariage pour tous, la loi El Khomri, la loi travail tout de même, tout cela n'a pas vraiment abouti sur quoi que ce soit de très concret. Nos dirigeants, y sont-ils pour quelque chose ? Écoutez ce que disait Nicolas Sarkozy au sujet des grèves en 2008 et la petite phrase d'Emmanuel Macron à New York. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. I do believe in democracy. And democracy is not in the street. La démocratie, ce n'est pas la rue. Et cette phrase a beaucoup fait parler. Olivier Babot, est-ce que les politiques y sont pour quelque chose ? Est-ce qu'ils ont essayé d'écraser la rue ? Et est-ce qu'ils y parviennent au fil des années ? Évidemment, c'était un contre-pouvoir important qui a pu, certaines années, être très problématique. Souvenons-nous de 95, Alain Juppé, effectivement, la rue qui arrive vraiment à bloquer. On peut se souvenir aussi des manifestations pour l'école libre, 81, 82, on pourrait dire dans l'autre sens. Évidemment, ça a toujours été un des problèmes de l'homme politique. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, en quelque sorte, l'absence d'efficacité soit vraiment le produit d'une stratégie ou d'une tactique de la part des hommes politiques. Je crois que c'est plutôt une sorte de momentum sociétal qui fait qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent moins dans ce genre d'action. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas un problème de technologie démocratique et qu'aller dans un isoloir, dire oui ou non, de façon très binaire, en gros, donner un blanc-seing à un élu, ou au contraire, lui dire non et ne pas voter pour lui, c'est effectivement insatisfaisant. Et faire ça tous les 5 ans, c'est insatisfaisant. Donc il y a des moyens à trouver pour arriver à s'exprimer dans ces interstices, et il y a de plus en plus de technologies qui le permettent. Il y a 2 biais, ça on peut en discuter, il y a 2 biais problématiques, on le sait. C'est que dans toutes ces consultations citoyennes, les trucs qu'on peut enregistrer, qu'on peut faire sur les différentes lois, ne parlent souvent que les mécontents. C'est un peu comme en entreprise, vous avez que les gens qui ne sont pas contents qui viennent vous voir. Donc c'est pas représentatif de la majorité. Il y a un biais. Et la deuxième chose, c'est que viennent voir les gens qui ont un intérêt. Donc vous avez des minorités actives, évidemment, vous avez les gens qui ont un intérêt direct au texte. Et vous avez toujours une immense majorité silencieuse qui va rester silencieuse quoi qu'il arrive. Beaucoup de gens n'ont pas envie de s'exprimer. D'ailleurs, ils n'ont pas d'idée en fait sur le sujet. Là encore, c'est un drame démocratique qu'il faut arriver à dépasser, probablement avec la formation. Si on reste sur la manière dont gèrent les responsables politiques les conflits sociaux et les manifestations de rue, est-ce que aujourd'hui ils ne sont pas de plus en plus fermes, et notamment en utilisant des techniques comme le 49.3 ou les ordonnances ? Oui, effectivement, on a depuis quelques années une vraie dérive autoritaire de la part des gouvernements successifs qui passent en force leurs réformes alors qu'il y a des mobilisations et elles ne se font pas que dans la rue. Il y a effectivement déjà depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux et puis les pétitions, etc. Et on n'écoute pas ces contestations. Et ça, c'est un problème démocratique. Alors, autre question. Ça favorise l'abstentionnisme. Et ça favorise la montée du Front National. Question qui va peut-être vous choquer, mais je vous la pose volontairement. Je suis là aussi pour me faire l'avocat du diable. Est-ce que les Français n'ont pas trop contesté, trop râlé et du coup décrédibilisé leur contestation ?
Je pense que la question ne se pose pas comme ça. En revanche, on voit qu'effectivement, en 2010, sur le mouvement contre les retraites, eh bien, il n'y a pas eu de négociation possible avec Nicolas Sarkozy. Il l'a payé en 2012 lors de l'élection qui a suivi. François Hollande, il n'y a pas eu de négociation véritablement possible sur la loi travail. Il l'a payé dans donc, les... C'est le vote, l'ultime sanction. C'est donc plus vraiment la manifestation. Non, ce que je veux dire, c'est que... quand aujourd'hui on a des dirigeants qui essayent de ne pas écouter ce qui se passe dans la rue et quand il y a des mouvements massifs, eh bien ils le payent plus tard. Donc il y a effectivement une volonté d'essayer d'essouffler le mouvement social et on voit bien que ce n'est pas une solution parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'in fine, eh bien ils le payent à un moment donné. Et même de le contourner, Dominique Gillier. Moi, je crois que la question de fond, c'est vraiment la qualité de la démocratie. C'est à ça qu'il faut essayer de répondre. Aujourd'hui, les citoyens ont à leur disposition des moyens pour ça. On voit bien qu'on peut plus se satisfaire du suffrage universel comme unique vecteur. Et donc, c'est ce qu'il faut essayer de faire vivre. Et on va essayer, nous, de s'y employer au Conseil économique. Et justement, on n'est pas seulement dans le recueil de l'expression citoyenne, on est aussi dans ce mixte de la parole citoyenne avec la parole des corps intermédiaires, puisqu'au Conseil, il y a 61 organisations qui, à elles toutes, représentent plusieurs dizaines de millions de Français. Et c'est ce mixte qui peut donner un éclairage en amont de la décision publique, à condition qu'il soit, bien sûr, pris en compte par le pouvoir politique. Et quand on voit les cortèges de moins en moins fournis, quand on voit le mouvement des routiers qui a essayé de fonctionner et puis qui s'est très vite éteint, est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de résignation de la population française qui a décidé d'arrêter de se battre parce qu'elle se dit après tout, de toute façon, aller dans la rue aujourd'hui, ça ne sert plus à rien? Je pense que si le gouvernement pense que la mobilisation est en train de s'effriter ou qu'ils ont passé le plus dur, il se fourre clairement le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, plusieurs milliers de retraités étaient dans les rues. Ils ont remis une pétition qui a été signée en ligne à près de 300 000 par 300 000 personnes. Demain, le 10 octobre, ce sera les fonctionnaires qui seront dans la rue. Et la vraie question, c'est sur quoi on est sur une mobilisation qui s'ancre. La vraie question, c'est est-ce que ça débouche sur quelque chose de concret? Est-ce que ça fait reculer nos gouvernements ces 10 dernières années? Mais ça doit déboucher. Mais est-ce que c'est le cas, à la lueur de ce qui s'est passé ces dernières années? Je vous pose la question à vous. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Effectivement, les manifestations ont moins d'impact. En revanche, il y a quand même eu des conséquences très claires. La mobilisation contre la loi travail, elle empêche François Hollande de se représenter, elle fait perdre Manuel Valls à l'élection de la primaire de son parti. Donc c'est pas sans conséquence, ça modifie profondément le paysage politique. En revanche, bien peut-être qu'il faut imaginer des moyens complémentaires parce que il y a une volonté très claire d'affaiblir l'impact des manifestations et peut-être qu'effectivement il y a plein de gens qui ont envie de s'investir autrement que dans les manifestations. C'est pas pour ça que les manifestations sont obsolètes. Ouais. Simplement, justement, vous dites qu'on voit les cortèges se vider. Je pense que c'est une expression un peu abusive parce que... Non, j'ai dit moins fourni. J'ai pas dit se vider. Enfin, ça a toujours existé qu'il y ait des mobilisations un jour sur l'autre qui rassemblent moins de personnes. C'est pas grave, c'est comme ça. Et en revanche, il y a plein de gens qui se mobilisent autrement et donc c'est complémentaire. Et donc il y a plus de formes de s'engager. Donc finalement, il y a plus de gens qui peuvent s'engager et qui le font. Donc en nombre, au global, sur tous les moyens de le faire, eh bien, on voit une vraie, quelque chose de très dynamique dans l'engagement citoyen, à l'inverse de ce que vous décrivez. Alors, venons-en à ces autres moyens qu'ont les Français pour s'exprimer. Ces fameuses pétitions. C'est vrai qu'on a assisté cet été au lancement d'une pétition contre le statut de la Première Dame qui a recueilli plus de 320 000 signatures. Ça peut faire bouger les lignes? C'est ça l'une des solutions possibles pour les Français aujourd'hui, les pétitions? Moi, je rejoins complètement ce que dit Elliot. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut organiser ces moyens d'expression et donc quelque part un peu les institutionnaliser. Pourquoi? Pour permettre de leur donner un débouché et que ce débouché soit prévu. Or, la possibilité qui est donnée aux citoyens de saisir le Conseil économique, social et environnemental par pétition, c'est précisément non seulement d'instruire un sujet qui répondrait à des attentes des citoyens, mais c'est de transmettre au pouvoir politique et quelque part, il faudrait que le pouvoir politique y réponde. Et on a une réforme en cours dont on espère bien qu'elle apportera cette obligation de retour vers ceux qui sont à l'origine de la pétition. Actuellement, nous, on s'est saisi par nous-mêmes en observant ce qui se passe sur ce que j'appelle les sites pétitionnaires, de plusieurs pétitions qui portaient sur les déserts médicaux. On est en train de traiter le sujet. On fera des propositions au gouvernement. Bien là, il faudrait qu'il y ait des retours vers ces citoyens qui sont dans l'attente. Parce que les gouvernements écoutent le message de ces pétitions?
Olivier Babot. Si elles sont spécialement importantes. Moi, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable. Je suis très réservé, en fait, sur les pétitions. Et pourtant, je partage notre souci pour, effectivement, une démocratie de qualité. Si les cortèges se vident, on pourrait dire très relativement, s'il y a moins de monde, il y a peut-être une hypothèse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord et qui n'ont pas envie d'aller manifester. La deuxième idée, c'est que vous trouverez toujours 300 000 gus qui ne sont pas d'accord avec ce que vous proposez. Je suis désolé, c'est la démocratie. Si vous avez été un petit peu élu local, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord et il viendra vous le dire. Et quand vous passez dans votre ville, vous passez votre temps à avoir des gens qui viennent vous dire « Oh là là, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien ». Et c'est même terrible parce qu'en permanence, c'est un peu, vous êtes schizophrène parce que vous avez l'impression d'essayer de faire le mieux possible. Je n'ai pas été élu local, mais j'ai travaillé avec eux, donc je vois très bien comment ça fonctionne. Et vous faites toujours des mécontents. Et vous faites toujours des mécontents. Ils viennent vous voir, c'est assez stressant. Quand vous n'aimez pas le conflit, c'est très stressant. Quand vous décidez des choses au niveau national aussi importantes que l'évolution du droit du travail ou des questions comme ça, vous aurez forcément même plusieurs millions de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, les pétitions peut-être, mais alors à un niveau assez important, 300 000 personnes par exemple, je suis désolé, ce n'est pas significatif. Caroline Blanchot, le poids des pétitions. Alors, il y a les pétitions, mais il n'y a pas que les pétitions. En tout cas, pour moi, c'est un outil pour décrypter, porter à la connaissance du grand public les réformes, les restructurations, parce que ils n'ont pas le temps, les salariés, de prendre le recul. Ils n'ont pas forcément les clés pour comprendre tout ce qu'on propose. Et là, en l'occurrence, sur les ordonnances, c'est tout le travail de décryptage qu'on a essayé de faire sur notre site. Et l'ambition, c'est pas forcément d'avoir... Évidemment, on veut beaucoup de signatures. Mais l'ambition, c'est que les gens s'approprient les sujets, qu'ils comprennent tous les sujets, parce que le gouvernement joue l'opacité. Je prendrai un exemple. L'exemple des congés maternité. On a dénoncé le fait qu'il pourrait y avoir des reculs avec les ordonnances sur les congés maternité. Le gouvernement dit que ce n'est pas vrai parce que la loi ne change pas les 16 semaines de congés maternité. Sauf que cette affirmation est partiellement vraie, mais totalement fausse. Parce que si les ordonnances passent, on peut revenir en arrière sur les accords de branche qui sont mieux-disants et que donc les 16 remettre en semaines. question la durée du congé et remettre maternité. en question le droit des femmes dans ces branches-là à bénéficier de la totalité de leur semaine. Vous parliez tout à l'heure de l'émission Cache Investigation. Effectivement, il y a eu une émission mardi soir sur les cas de Lidl et de Free. Il s'avère qu'à l'issue de cette émission, qui dénonçait les méthodes de management dans ces grosses entreprises, le lendemain, une grève était organisée dans l'un des entrepôts de la marque Lidl. Pour vous, les médias ont aussi un rôle à jouer, un rôle très important, peut-être même plus fort aujourd'hui que la manifestation ? Évidemment, quand on voit cette émission et ce que subissent les salariés au quotidien au travail, on peut comprendre qu'ils soient démobilisés. Par contre, quand on met sur la place publique, comme l'a fait cette émission, toutes les difficultés, enfin, c'est honteux de subir le travail à ce point-là, aujourd'hui en France, au XXIe siècle, alors que plein de personnes sont au chômage et qu'on développe des outils technologiques que les gens subissent au quotidien, alors qu'on sera en mesure, au contraire, de développer des outils technologiques qui les enlèvent des tâches subalternes pour les concentrer sur des tâches valorisantes. Elliot Lepers, sur la question des pétitions, sur la question des médias, sur la question des réseaux sociaux aussi. Est-ce que tout cela, ce sont des outils, les outils modernes aujourd'hui pour contester, pour manifester en France ? Mais ça ajoute de nouvelles manières de faire, ça permet de synchroniser, d'aller plus vite. Par exemple, le cas de la loi travail est intéressant parce que la mobilisation, elle a commencé sur Internet avec une pétition qui a rassemblé in fine plus d'1 400 000 signataires. C'est énorme, c'est la plus grosse pétition sur la plateforme Change.org en France, sur un cas social, de lutte sociale. Et puis à côté de ça, un site Internet, loitravail.lol, qui a accueilli plus d'1 500 000 visiteurs, visiteuses qui ont voulu se renseigner, avant de signer la pétition, se renseigner sur le texte de loi qui ont pu lire ce décryptage. Ça, c'est essentiel. Et c'est à partir de ça que la mobilisation a commencé. Et ensuite, les syndicats ont pu s'en saisir, ont pu massifier le mouvement et mettre plusieurs centaines de milliers, voire millions de personnes dans la rue. Dominique Gillier, je parlais des médias. Il y a aussi la comédienne Annie Dupéré qui a fait la une du Parisien au sujet du Levothyrox. Tout ça, ce sont des leviers, ça aide. On voit ce témoignage qui a pu faire bouger les lignes. Les têtes d'affiche, les médias, Absolument. tout cela, ça aide. Bon, la pétition, c'est avant tout une alerte. Et la qualité de la démocratie, ça passe aussi par la qualité du débat public. Donc, alimenter le débat public avec des arguments, des contre-arguments, et c'est l'intérêt des plateformes consultatives. On est en train d'organiser une consultation sur l'orientation des jeunes, ça concerne la plupart des Français. Eh bien ça, c'est participer à la qualité du débat public. C'est pas simplement prendre la contestation brute, c'est amener des éléments de réflexion
qui vont permettre de donner une forme et un débouché surtout à cette contestation. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut quand même s'institutionnaliser? C'est ce qu'on croit au Conseil économique et on croit beaucoup que le projet de réforme qu'a annoncé le président de la République pourrait permettre justement ce grand pas vers ce qu'on appelait un renouveau démocratique, à côté de la démocratie représentative qui garde tout son intérêt. Aujourd'hui, M. Dulier, il faut dire quand même que les pétitions sur le CESE, elles ont peu d'impact, elles ont peu d'influence sur la vie publique. Alors jusqu'ici, c'est exact. C'est pour ça qu'on demande notamment la dématérialisation de la pétition prévue par la Constitution, ce qui est un comble, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais on a anticipé en allant nous-mêmes chercher des sujets de pétitions qu'on a captées en faisant participer d'ailleurs les mandataires de ces pétitions qui ont été auditionnés, qui participeront aux travaux, mais on a capté ces pétitions pour s'adresser au pouvoir public. Et ça peut se démultiplier. Olivier Babon. Oui, une partie des nouveaux outils, en fait, sont moins des outils, en effet, comme vous l'avez souligné, des outils d'expression que des outils, effectivement, d'information, en quelque sorte, de partage de l'information. Car la réalité, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, que les questions, effectivement, qui sont débattues sont de plus en plus complexes, et que vous avez des citoyens qui n'ont qu'une raison, souvent, d'y être préparés. C'est un vrai enjeu démocratique à terme, de remettre, d'upgrader, on pourrait dire, le niveau des citoyens pour qu'ils soient capables, on pourrait dire, de s'exprimer dans des débats qui sont vraiment de plus en plus à la fois techniquement, économiquement complexes. La deuxième idée qui est importante, et là encore, c'est des problèmes, j'ai pas de solution, mais c'est des problèmes dont il faut débattre. Les réseaux sociaux, c'est formidable. Mais on a vu, à partir de l'élection de Trump, il y a eu ce fameux cas des bulles de filtrage. On s'est rendu compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on pensait, ces réseaux sociaux n'ouvraient pas forcément, ils créaient des bulles où on... Des communautés, vous voulez dire? Et oui, parce que vous allez sélectionner vos amis, vous sélectionnez les fils Twitter, vous sélectionnez les gens que vous voyez sur Instagram. Et à la fin, vous voyez que des gens qui vous font plaisir. Vous voyez aussi des publicités qui apprennent à être celles qui vous font plaisir, puisque vous enlevez celles que vous ne voulez pas. Et quel lien avec... le lien est terrible. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat démocratique qui est organisé à travers les réseaux sociaux. Vous ne voyez... en fait, que les gens qui pensent comme vous. Et ça, c'est terrible. C'est un des journalistes qui avait eu qui avait écrit ce fameux article après l'élection de Trump, où personne n'avait rien compris. Il avait dit, mais moi, sur mes réseaux sociaux, je me rends compte, il n'y avait pas un votant pour Trump. Donc, et il s'était pas rendu compte du phénomène qui était en train d'apparaître. Le problème des médias, c'est qu'ils pensaient tous que évidemment, Hillary Clinton serait élue parce qu'ils étaient dans cette bulle de filtrage. Il y a un vrai problème démocratique au fait que ces réseaux sociaux sont un peu déceptifs par la façon même technologique dont ils fonctionnent avec ces algorithmes de recommandation. Il nous reste moins d'une minute, Elliot Lepers. Je vous vois dire non. Très rapidement, ces bulles de fil, pour moi, elles n'ont pas de fonctionnement différent de quand vous invitez des amis à dîner chez vous, c'est des amis que vous avez choisis, avec lesquels vous êtes généralement d'accord et capable de parler. Donc il ne faut pas se cacher derrière cette idée que ce sont les grands méchants réseaux sociaux qui produisent des dérèglements démocratiques. La réalité, c'est qu'il y a effectivement une énorme méfiance, une énorme incompréhension de la part des électeurs vis-à-vis de la politique, vis-à-vis des élections. Et donc, beaucoup de gens sont en quête de sens, sont en quête de changement. La problématique, pour moi, elle est à chercher du côté des dirigeants qui n'ont pas tenu leurs promesses, qui continuent à effectivement maintenir une opacité sur les politiques qui sont menées. Et donc, mais pour vous, les Français ont encore des moyens de contestation et peuvent faire entendre leur voix. Mais les Françaises et les Français sont parmi les plus actifs au niveau mondial sur toutes les plateformes d'interaction, notamment sur Twitter, sur le débat politique, sur tous les réseaux sociaux politiques tels que Change.org ou d'autres plateformes de pétition. La France est en tête sur la civique. D'où ma question tout à l'heure, est-ce que trop de contestation tue la contestation? On n'a plus le temps d'en parler. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat ce soir. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Benjamin Corria, professeur d'économie à l'université Paris 13 et membre du collectif des économistes atterrés, à Alexandre Malafaille, président fondateur du think tank Sinopia. On va s'intéresser à la politique industrielle d'Emmanuel Macron. Elle vient de prendre un nouveau virage. 2 annonces majeures sur la seule journée d'hier, la création de Siemens Alstom et celle d'un accord avec l'italien Fincantieri pour les chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Est-ce la fin des grands groupes 100% français et le début des grands groupes européens? Y aura-t-il des perdants? On va en débattre dans un instant avec nos invités, mais d'abord le point avec Jérôme Rabier. Grande braderie de fleurons industriels français ou constitution de géants européens solides, le débat fait rage ces derniers jours. Hasard du calendrier, c'est quasi simultanément que la fusion Alstom-Siemens et l'accord franco-italien pour les chantiers navals de Saint-Nazaire ont été annoncés. Du côté du gouvernement, on assume pleinement ses choix et on évoque même une nécessité. Le choix, il est très simple. Soit nous nous unissons,
nous unissons les forces allemandes et les forces françaises dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine des motrices, dans le domaine de la signalisation, et nous pourrons résister à la concurrence chinoise, et même nous pourrons conquérir de nouvelles parts de marché. Soit nous restons tout seuls, nous Alstom, et qu'est-ce qui va se passer? Nous serons dévorés tout cru. Le modèle d'Airbus est souvent cité en exemple pour batailler dans la nouvelle donne de l'économie mondialisée. Mais les critiques à droite comme à gauche ne cessent de s'amplifier, avec à la clé une inquiétude pour les emplois et le savoir-faire français. Mais le chef de l'État promet que des garanties suffisantes ont été prises en la matière, défendant notamment le cas des chantiers navals de Saint-Nazaire. Un 50-50, mais par un prêt de titre durable, que Fincantieri soit bien l'opérateur industriel qui consolide, décide et dirige aux destinées d'un vrai groupe européen. Deux géants européens dans le ferroviaire et la production navale sont donc nés. Reste à voir si ces accords permettent dans la durée de maintenir emploi et savoir-faire dans l'ensemble des pays concernés. Et avec nous ce soir pour ce match des idées, Benjamin Corria, bonsoir, professeur d'économie à l'université Paris 13, membre du collectif des économistes atterrés. Alexandre Malafaille, bonsoir à vous également, président fondateur de Sinopia, un think tank indépendant. D'un point de vue purement économique, sans parler encore du volet social, est-ce que faire émerger des grands groupes européens, c'est pertinent et est-ce que c'est même indispensable, Alexandre Malafaille ? C'est d'autant plus indispensable que globalement, on n'a plus les moyens à l'échelle d'un pays comme la France, on le voit avec ces deux transactions, de défendre la logique du patriotisme économique. L'économie subventionnée telle qu'on l'a pratiquée pendant de nombreuses années a touché ses limites. Deuxièmement, ça n'a pas forcément de sens de chercher effectivement à bâtir des entreprises franco-françaises qui sont trop petites pour rivaliser à l'échelon international. Alors, on a un fiasco industriel français, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est clair, il faut en tirer leçon, mais il ne faut pas que le fiasco industriel français entrave, si je puis dire, la bonne construction de groupes industriels européens qui sont capables effectivement d'affronter le monde entier. N'oublions pas que l'Asie, c'est 4,5 milliards d'habitants, il faut juste se le rappeler, et que c'est le continent, en tout cas c'est la zone d'activité qui va gérer le monde. Et qu'entre-temps, on a complètement raté, depuis 30 ans, faute d'avoir une vraie stratégie industrielle, on a complètement raté le virage de la mondialisation, le virage de l'économie numérique. Uber n'est pas français, les taxis parisiens le savent très bien. Voilà, les GAFA ne sont pas français, on n'a pas créé de Google européen. Donc il y a un vrai déficit de ce point de vue-là. Donc maintenant, il faut trouver des solutions. Donc il y a effectivement, soit on regarde dans le passé, on tape dessus. On n'a plus les moyens, comme je disais tout à l'heure, de réinjecter de l'argent public dans l'économie française pour défendre effectivement des groupes nationaux. Donc il faut regarder devant. Le seul devant qu'on peut préserver, c'est l'avenir, c'est l'Europe. Benjamin Corria. Écoutez, je suis d'accord au moins sur un point, qui est que pendant 30 ans, on s'est croisé les bras, on a laissé faire le marché, et le résultat, c'est la désindustrialisation la plus gigantesque à laquelle on n'ait jamais assisté pour ce qui concerne la France. Je rappelle quand même, pratiquement 1 900 000 emplois perdus dans l'industrie. Le pourcentage de l'industrie dans le PIB est passé de 24 à 14%. Bon, alors, est-ce que c'est le marché qui va commander, comme c'est le cas depuis 30 ans, la possibilité de faire face à l'avenir? La réponse est de toute évidence non. Donc la question n'est pas faut-il ou non favoriser la constitution de groupes européens, parce que en soi, ça serait plutôt une bonne chose. C'est pourtant ce que veut faire Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on se pose la question. C'est pas vraiment ce qui... Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il dit qu'il veut faire, mais quand il a vendu Alstom à General Electric, c'était pas un groupe européen. Donc, il vend au plus offrant. Il vend à celui qui se présente. C'est pas du... Il y a pas... Si vous voulez, personnellement, moi, je suis extrêmement surpris par le discours pro-européen de Macron sur les différents... Enfin, pas sur le caractère pro-européen, sur les contenus. Vous voyez, il nous explique qu'il faut faire converger les salaires, qu'il faut un minimum social, etc. Et en France même, ils pratiquent une loi de déréglementation du travail d'une ampleur telle qu'on n'a jamais vue. Donc, si vous voulez, on va laisser de côté les discours et on va regarder ce qui se fait. Bon, ce qui se fait, c'est quoi? C'est que lorsque Fincantieri a voulu acheter Alstom, on a dit « Ah non, il n'est pas question qu'il soit majoritaire ». Et aujourd'hui, c'est l'État qui va apporter 1% à Fincantieri pour qu'il soit majoritaire. De la même manière, si vous voulez, ce qui est très troublant dans cette affaire, c'est qu'on dit « Pas de souci sur les aspects sociaux, pendant 4 ans, c'est garanti ». Le simple fait qu'on soit obligé de donner des garanties de ce type veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas dit, du côté d'Alstom, on n'a pas dit
Siemens garantit l'emploi. On n'a pas dit que ce n'est pas nécessaire. C'est eux les gagnants de l'affaire. Je vais le rappeler, ce discours officiel. Emmanuel Macron dit vouloir créer un champion mondial dans le naval. Il assure que la reprise de STX par Fincantieri est un accord gagnant-gagnant. Et Bruno Le Maire d'ajouter, le gouvernement a les moyens d'exercer la pression. On sent que l'exécutif essaie de rassurer. Ça veut dire quoi? Qu'il est fébrile? Qu'il est en train de tenter un pari? Écoutez, là, en l'occurrence, après, on a deux logiques qui s'opposent. Soit, effectivement, on croit à l'Europe et on croit qu'à un moment donné... Je crois à l'Europe. Soit on pense que les entreprises, effectivement, sont là quand même aussi pour créer de l'emploi, soit on pense que, globalement, il faut que tout soit administré. Ça fait ses preuves d'une limite absolue. Ce que je crois, effectivement, dans le cas du naval, c'est qu'on a besoin d'avoir, là encore, des entreprises qui atteignent des tailles critiques pour pouvoir, effectivement, être sur un marché qui est ultra compétitif, et que l'accord qui a été passé est un accord qui est en l'état des rapports de force. Là encore, regardons en arrière. On n'a plus les moyens de notre ambition de ce point de vue-là. On a perdu beaucoup de pans de souveraineté. Si, c'est vrai. Et donc, de fait, on passe un deal, et sachant quand même, juste accessoirement, que ce soit dans le cas de Fincantieri ou dans le cas de Siemens, on a affaire à des entreprises qui sont plus grosses que nous. Fincantieri est 2,5 fois plus gros que STX. Siemens est 10 fois plus gros. Donc mettez-vous à la place des Allemands. Avant effectivement de dire on va se laisser manger par Alstom, il y a un chemin évidemment important à franchir. Alors dans le cas d'Alstom, je veux bien qu'on fasse un parallèle, ou en tout cas, parce que par rapport à STX, c'est très très différent. C'est un véritable scandale ce qui a été fait avec Alstom depuis une quinzaine d'années. Je suis content de l'entendre dire. Non, mais c'est une boîte qui a été dépecée, qui a été mal gérée, qui est victime d'une façon d'une gouvernance en général qui est administrée par un certain nombre de gens qui sont sélectionnés en fonction de leur appartenance à un grand corps et pas d'une méritocratie au sens industriel du terme, avec une capacité à piloter des grandes boîtes. La façon de gouverner est importante quand même, et la compétence est légèrement essentielle quand on dirige une boîte. Moi, je parle d'expérience en l'occurrence. Voilà, donc je pense que tout ça, effectivement, est dans l'avance. Mais dans le cas d'STX, c'est plutôt un pari sur l'avenir. De toute façon, globalement, si on fait pas ces paris aujourd'hui, et si globalement l'Europe, effectivement, si la France, dans son désastre industriel, entraîne le reste de l'Europe, un jour, il ne faudra pas se perdre, parce que les Allemands ne sont pas non plus un jour sans risque. Il faut mettre de l'ordre dans la discussion. On a de l'expérience de politique industrielle et on a de l'expérience de non-politique industrielle. Ah oui, de 45 à 75, non mais si vous permettez, de 45 à 75, la France a pratiqué une politique industrielle pas du tout dans un système bureaucratique, etc., dans un système d'économie mixte. Et personne ne dit que pour le moment, il faut changer. Si vous permettez, je voudrais pouvoir finir mon argument. Là, vous dites quelque chose. Vous parlez d'il y a 40 ans. Le monde a changé. Vous permettez. Je dis qu'il y a eu une politique industrielle. Heureusement qu'il y a eu une politique industrielle. Et c'est grâce à cette politique industrielle qu'on a les quelques fleurons qu'on a aujourd'hui, qui sont devenus depuis des entreprises entièrement privées, entièrement internationalisées, sans aucun souci de protéger les territoires français sur lesquels installer, parce que c'est la dernière de la... Attendez, je voudrais finir. Et on a 30 ou 40 ans de non-politique industrielle s'accompagnant de l'ensemble de la désindustrialisation. Donc moi je dis qu'il est plus que temps de revenir à différentes formes de politique industrielle, évidemment basées sur la réalité de l'Europe, etc., sous des formes d'économie mixte. Dire qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. 200 milliards d'euros de dette. Si vous permettez, non mais attendez, on a transféré avec le CICE 40 milliards d'euros sans demander le moindre compte aux entreprises. On y rajoute 7 milliards par an, liés à une soi-disant incitation à la recherche sans aucune vérification et effectivité. Donc, il ne faut pas dire que de l'argent fonctionnaires en plus pour les contrôler les entreprises. Non, il faut pas dire que de l'argent il n'y a pas. Il n'y en a pas. On a choisi de donner cet argent de manière unilatérale aux entreprises. 80 milliards d'euros de déficit l'année prochaine. C'est même pas discuté ça. Ça fait au moins 50 milliards qui sont donnés sans contrôle, sans contrepartie. Je voudrais qu'on fasse le tour de quelques réactions. Alors, non, simplement, je veux dire qu'une partie de cet argent serait utilisée pour remettre en selle un certain nombre de groupes. On aurait de la politique industrielle et on aurait de l'avenir. Juste contredire M. Correa sur un point. Je crois qu'en fait, depuis 1975, plutôt 80, la France a fait un choix de gouverner très à gauche et de faire un choix de gouverner de manière en mettant le social, ce qui est très bien, en priorité, mais sans tenir compte. Pardonnez-moi. À mon tour de parler. Voilà, sans tenir compte des réalités européennes et de la concurrence internationale. Et donc, on a privé les entreprises de toute forme d'agilité. Et c'est aussi pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Alors, ces annonces, on fait bondir. Vous êtes un économiste. À un moment donné, il faut rentrer dans la vraie vie des entreprises. Non, mais écoutez, l'économie, c'est pas faire des affaires. Voilà, l'économie, c'est la théorie. Le monde des affaires, il a besoin de pragmatisme. Et on a géré le monde économique en France depuis
depuis 30 ans sans aucun pragmatisme opérationnel. Mais voilà. vous pouvez pas dire ça. Ces annonces ne vous font pas bondir que vous, elles font bondir quelques responsables politiques. Dans une tribune publiée dans Le Monde, l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg, chantre du Made in France, parle de véritable anti-politique industrielle et appelle à nationaliser Alstom. Il craint des conséquences désastreuses de la fusion entre Alstom et Siemens. Marine Le Pen et d'autres demandent même une commission d'enquête parlementaire. Marine Le Pen qui parlait ce matin sur Sud Radio. Assiste là à un véritable dépeçage de l'industrie française. Je l'avais dénoncé d'ailleurs en son temps. On se retrouve dans une situation aujourd'hui où l'accord qui est passé est beaucoup moins intéressant et pour le groupe et pour l'industrie française. De quel de Alstom Siemens, beaucoup moins intéressant que ce qui avait été envisagé même en 2014. Et j'ajoute la réaction de la CGT. L'État brade le savoir-faire et le statut des salariés sans aucune préoccupation pour le développement d'une filière navale française, civile, militaire, pourtant possible. Est-ce qu'il y a des risques pour les emplois en France ? C'est à moi de répondre parce que monsieur s'est exprimé. Je voudrais quand même vous dire que depuis 30 ans, c'est exactement le contraire. Depuis 30 ans, il y a déréglementation, il n'y a aucune politique industrielle. Depuis 80 ? Mais bien entendu. Pardon, on est tourné sur le passé. Monsieur Correa, excusez-moi, nous avons un débat sur ce que va faire Emmanuel Macron. Je voudrais savoir si oui ou non, il y a un risque pour les emplois en France. Mais bien sûr qu'il y a un risque pour les emplois, parce qu'il y a une absence de vision totale. Je l'ai déjà dit, la politique, ce qui tient lieu de politique industrielle de ce gouvernement, et depuis 30 ans, avec l'exception de 81, effectivement, donc depuis 86, on va dire, ce qui tient lieu de politique industrielle, c'est le marché sait tout faire. L'État est indigent, aveugle, ne comprend rien. Donc il faut tout transférer aux entreprises et les laisser faire. Et d'ailleurs, je veux dire, elles s'en tirent pas mal. Regardez les profits du CAC 40 aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi hauts. Regardez les dividendes versés, ils n'ont jamais été aussi hauts. Et pour autant, heureusement. Comment ? Heureusement que c'est pas que lié à la France, parce qu'on a des boîtes mondiales qui font du chiffre. Oui, mais on est champion du monde, hein. On est champion du monde en versement de dividendes. Non, mais écoutez, c'est des faits, c'est des faits. Bien. Donc je veux dire, cette politique, elle a des effets. Elle a des effets. Les grandes entreprises se portent à merveille, les petites et les moyennes beaucoup moins bien, et les territoires, eux, ils sont exsangues. Donc je veux dire, il est temps de reprendre un petit peu la main. Moi, je plaide simplement pour une économie dans laquelle... Régulée. Oui, dans laquelle il y a un peu d'initiative publique pour ouvrir la voie. Par exemple, je donne un seul exemple. La transition écologique est la grande question. Si on laisse faire le marché, qu'est-ce qu'il fait le marché ? Il fait des gaz de schiste. Bon, c'est-à-dire qu'il empire la situation. C'est ça qui fait le marché, parce que c'est là qu'il y a de l'argent à faire. Bien, orientons-nous, je finis, orientons-nous de manière systématique vers une politique de transition écologique, c'est-à-dire favorisant les énergies nouvelles, favorisant l'isolement des maisons, etc., assurant une mobilité propre dans les villes, et vous verrez, j'ai rien contre le privé, vous verrez que le privé va se ruer là-dedans, au lieu de faire des gaz de schiste. Écoutez, quand on voit les comptes d'EDF, quand on voit la situation d'Areva, on ne peut pas dire que l'État était un très bon actionnaire. Maintenant, dans le cas précis de heureusement STX, qu'il était là pour sauver Peugeot. Est-ce qu'il y a des risques pour les emplois ? L'État est un actionnaire catastrophique. Mais c'est pas vrai. Voilà. Pardon, pour revenir à la je voudrais juste situation des dire un Français qui ont peur pour leurs emplois, est-ce qu'il y a un risque pour leurs emplois ? Dans le cas précis sur STX, je pense que d'abord, il faudrait éviter d'être un tout petit peu insultant à l'égard des dirigeants de Naval Group. On a une boîte française qui est effectivement co-actionnaire de ce fleuron industriel. Naval Group est un groupe remarquable, qui a signé des contrats extraordinaires dans le monde entier, qui va être extrêmement présent, extrêmement actif. Deuxièmement, le montage qui a été fait est un montage qui est sécurisé. Voilà. Et en l'occurrence, mais la France, qui est un pays extrêmement interventionniste et qui sait très bien quand il faut taper du poing sur la table, si à un moment donné ça ne se passe pas comme prévu, on sait qu'effectivement Emmanuel Macron sera en mesure à un moment donné de dire écoutez, on reprend la main sur le capital. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'agiter les peurs, parce qu'il faut aussi créer un monde dans lequel on peut se tourner vers l'avenir et vers des créations d'emplois qui sont celles de demain. Pourquoi est-ce qu'on va... Attendez, vous êtes le premier à dire, je suis sûr, que la main-d'œuvre industrielle française est l'une des meilleures au monde. Oui, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que vous croyez que si on a l'une des meilleures main-d'œuvre au monde, les Allemands comme les Italiens vont chercher à se passer de nous ? À un moment donné, il faut être pragmatique. Non mais attendez, il faut être pragmatique. Et on aura besoin à l'échelle d'un continent comme l'Europe, si on arrive à un moment donné vers un espèce de mieux-disant moyen social, on aura besoin des emplois en France, en Allemagne, en Italie. On n'aura pas besoin effectivement de se tirer la bourre. La vraie concurrence, cher monsieur, elle n'est pas avec l'Allemagne ou l'Italie, elle est avec l'Asie. Et en l'occurrence, STX est repassé non pas sous giron asiatique, mais sous giron français et européen. C'est pas si mal que ça. Deux remarques.
Ensuite, je vous ferai réagir à 2 informations relativement positives. Si vous voulez, 2 remarques. Première remarque qui me paraît très importante, si Naval Group se porte si bien, c'est parce qu'il y a toute une série de commandes publiques, en particulier la construction de 5 frégates. Il faut rappeler que Naval Group est un groupe qui est essentiellement dans le militaire, bien, et qui vit pour l'essentiel de commandes publiques. Bien. Et international. La question, oui, international, mais vous pensez que les sous-marins qu'on vend en Australie, c'est pas la France. Je voudrais finir. Donc il faut quand même rappeler ça. C'est les commandes publiques qui font que Naval Group. Il faut bien que quelqu'un les paye, parce que la France crée de la richesse pour acheter, payer les sous-marins ou les avions. Je dis simplement que à partir du moment où c'est avec de l'argent public que Naval Group prospère, et je m'en félicite, il est normal que le public se mêle de faire en sorte que les orientations favorisent aussi ses intérêts, c'est-à-dire l'emploi français. Maintenant, sur la question, faut-il avoir des inquiétudes? Mais bien sûr qu'il faut avoir des inquiétudes. Dès lors qu'on n'a pas des accords entre égaux, ce qui est le cas, voire des accords dans lesquels on a la main. Bien sûr qu'il y a lieu d'avoir des inquiétudes. Sur le cas de Alstom s'était engagé à créer 1000 emplois. Depuis, il en a supprimé 1200. Bien entendu qu'il faut avoir des inquiétudes. Parce que ce n'est pas les promesses qui garantissent l'avenir. Je voudrais vous faire réagir C'est l'effectivité du contrôle. C'est vraiment le fonds de commerce de la gauche. Je voudrais vous faire réagir à cette information qui est tombée ce matin. L'industrie française se porte-t-elle de mieux en mieux? On a appris qu'au premier semestre, les créations de sites ont été plus nombreuses que les fermetures. Oui. C'est une première depuis la crise de 2009. Ça ne vous fait pas relativiser? Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire que on compte, si vous voulez, des éléphants et des souris. Ça veut dire que d'un côté, on met des entreprises qui se créent où il y a 10 personnes, 15 personnes, en général très inférieures à 10 millions d'euros. Et de l'autre côté, on met la fermeture de sites où il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes. Donc si vous voulez, on ne peut pas compter comme ça. Comptons le nombre d'emplois perdus, le nombre d'emplois gagnés dans l'industrie. Et à ce moment-là, on retombe sur nos chiffres. Alors qu'il y ait un petit mieux, c'est une excellente chose. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut une politique d'accompagnement. Il ne faut pas laisser ça mourir. Sébastien Malafaille. Alexandre Malafaille. Alexandre Non, la politique d'accompagnement, elle passe aussi par de la compétitivité. À un moment donné, il faudra aussi qu'on regarde la question sous cet angle-là. Alors peut-être qu'effectivement, on mélange des éléphants et des souris. En attendant, c'est bien ce que je disais, on ne peut pas en permanence agiter les inquiétudes. S'il y a des bons indicateurs, il faut savoir le dire et peut-être effectivement savoir souffler sur les braises qui vont bien. Alors c'est vrai que... Vous êtes d'accord, c'est une information en trompe-l'œil qui ne tient pas compte de la réalité? Non, mais les informations qui sont distribuées par l'État en général sont toujours des informations qui cherchent à présenter la réalité de manière un peu biaisée. C'est pas nouveau. Mais cela dit, quand donc vous on n'est pas en phase de réindustrialisation. Non, alors ça c'est sûr que non. Mais ça fait 30 ans qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour effectivement ne pas industrialiser le pays. Après, on peut se comparer, on ne sera sans doute pas d'accord par rapport au tissu industriel allemand, mais il n'empêche que pour le coup, il y a une vraie cohérence de structure de l'économie allemande au regard effectivement des PME, des ETI et des grandes entreprises. Mais attendez, j'ai fini un instant. Et donc ce travail-là, il a été mûri, pensé, et aussi parce que vous avez une architecture politique qui a été cohérente, avec à un moment donné des dirigeants politiques qui, pour le coup, ont un grand avantage par rapport aux dirigeants politiques français et peut-être aux économistes. On parle de la réalité. Vous avez globalement en Allemagne comme une espèce de consensus sur la réalité, et on fait de la politique à partir d'une logique pragmatique. En France, on fait de la politique avec la théorie économique ou avec effectivement des idéologies qui prennent le pas sur la réalité. Pardon, mais faire des affaires, pardon, cher monsieur, mais faire des affaires, mais j'insiste un tout petit peu, c'est très pragmatique, c'est ce qui se passe dans les entreprises, et c'est vrai qu'on a raté depuis 30 ans cette espèce de vision qui consiste à dire comment on fait des affaires et comment on construit des groupes industriels et comment il faut se mettre à la place des industriels et des chefs d'entreprise. Alors bien sûr que le monde est dérégulé, bien sûr que le monde est brutal et violent, bien sûr, mais qu'est-ce qui vaut mieux aujourd'hui? Avoir plus d'industriels et autant de chômage, ou avoir à un moment donné un peu de liberté pour agir et peut-être effectivement plus d'emplois? Le problème, c'est qu'on faites le choix. Le problème, c'est qu'on a la pseudo-liberté pour agir et qu'on a un désastre social. Non, et on va s'arrêter là, je suis désolée, vous en discuterez malheureusement hors antenne, c'est terminé. Merci infiniment d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin, on va plus loin, on se retrouve lundi à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info demain. Il s'agit de Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Moi je vous retrouve lundi, passez une très belle soirée, restez au cœur de l'info.